la lumière tamisée de la cabine de première classe de Luxair, un silence feutré enveloppait les passagers, leur murmure étouffé par le bourdonnement discret des moteurs en attente. Mais ce calme apparent n'était qu'un voile fragile, prêt à se déchirer sous le poids d'une injustice criante. Le siège 1A, un trône de cuir somptueux baigné d'une lueur dorée, symbole ultime de privilège, allait devenir l'épicentre d'un scandale qui ferait trembler les fondations d'une compagnie aérienne. Si vous croyez que la justice doit triompher face à l'arrogance et que la dignité humaine ne peut être piétinée, likez cette histoire et commentez « Justice pour André » pour faire résonner votre voix dans ce combat. André Dubois, un homme noir d'une quarantaine d'années, PDG d'un empire technologique valant des milliards, était assis dans ce siège, son allure imposante et son regard d'une sérénité presque surnaturelle, trahissant une assurance forgée dans l'adversité. Son costume taillé sur mesure, d'un noir profond, captait la lumière douce de la cabine, tandis que ses doigts glissaient avec précision sur l'écran de sa tablette, comme s'il était imperméable au tumulte du monde extérieur. Chaque détail de sa présence, ses lunettes, sa monture fine, la montre discrète mais élégante à son poignet, racontait une histoire de succès arrachée à force de résilience. Mais soudain, une ombre s'avança, brisant l'harmonie fragile de la cabine. Madame Claire Beaumont, 50 ans, blonde au chignon impeccable, une montre incrustée de diamants scintillant à son poignet comme un emblème d'arrogance ostentatoire. Pour elle, le siège 1A n'était pas un simple fauteuil, mais un trône qui lui revenait de droit, une loi implicite qu'aucun billet ne pouvait contester. À ses côtés, Sophie Laurent, une hôtesse de 28 ans au sourire crispé, semblait porter un masque de politesse, tandis que Pierre Martin, superviseur de cabine au regard glacial, avançait avec l'assurance d'un homme habitué à imposer l'ordre. Ensemble, ils formaient une escorte prête à exécuter les ordres de Claire, comme des serviteurs d'une reine autoproclamée. Sophie s'approcha d'André, sa voix mielleuse teintée d'une condescendance à peine voilée. « Monsieur, ce siège est réservé à une autre membre platine. Veuillez vous déplacer immédiatement. » Les mots, prononcés avec une fausse courtoisie, tombèrent comme une sentence dans le silence de la cabine. L'air sembla se figer, comme si le temps lui-même retenait son souffle face à l'audace de cette demande. Les regards des autres passagers se tournèrent vers la scène, leurs yeux écarquillés par l'incrédulité. Parmi eux, Lucas, un jeune homme de 25 ans, étudiant en journalisme, serrait son téléphone, prêt à capturer l'instant. À côté, un couple âgé, Monsieur et Madame Lefebvre, échangeaient des regards choqués, leurs mains crispées sur leurs accoudoirs. Un autre passager, Julien, un homme d'affaires d'une cinquantaine d'années, fronça les sourcils, sentant l'injustice poindre. André leva lentement la tête, son visage impassible, un roc inébranlable face à la tempête qui s'annonçait. Sans un mot, il plongea la main dans son portefeuille en cuir, en tira une carte platine noire et luisante, et tendit son billet, où les lettres 1A brillaient sous la lumière comme une vérité incontestable. Sa voix, grave et posée, trancha le silence comme une lame affûtée. « Voici mon billet. Siège 1A. Je suis également membre platine. Je ne bougerai pas. » Chaque syllabe était prononcée avec une fermeté qui semblait défier non seulement Sophie, mais l'entière arrogance du système qu'elle représentait. Sophie cligna des yeux, son sourire se figeant en une grimace forcée, comme si elle luttait pour maintenir son masque de professionnalisme. Elle jeta un regard furtif à Claire, dont les lèvres pincées et le menton relevé exprimaient une assurance arrogante. Claire croisa les bras, son regard perçant André, comme s'il n'était qu'un obstacle insignifiant, une tache sur son privilège immaculé. « Ce siège est à moi, toujours, lança-t-elle, ses mots cinglants comme un coup de fouet. Un homme comme vous devrez savoir où est sa place. » Les mots « un homme comme vous » résonnèrent dans la cabine comme une insulte raciale, crue et impitoyable, faisant frémir les passagers. Lucas, indigné, murmura à sa voisine, une jeune femme nommée Élodie. « C'est du racisme pur, elle l'a dit sans honte. » Il leva son téléphone, la lumière rouge de l'enregistrement clignotant comme un œil accusateur, prêt à immortaliser cette injustice.
Madame Lefebvre, outrée, chuchota à son mari, sa voix tremblante. C'est scandaleux. Il a le billet, et elle ose dire ça. Pourquoi le traite-t-il ainsi? Julien, l'homme d'affaires, serra les poings, son visage rougi par une colère contenue. Mais la tension monta d'un cran lorsque Claire, avec un sourire narquois, glissa un paquet de billets dans la main de Sophie, en plein jour, devant tous les regards. Le geste, exécuté avec une arrogance désinvolte, fit l'effet d'une bombe. Sophie, hésitante, les fourra rapidement dans la poche de son uniforme, ses joues s'empourprant sous le poids de la honte. Madame Lefebvre, incapable de se contenir, s'écria « Elle vient de prendre un pot de vin, c'est une honte absolue, regardez ça ». Sa voix, vibrante d'indignation, fit trembler la cabine, et les murmures des passagers s'amplifièrent en un grondement de colère collective. Les téléphones s'allumèrent comme des lucioles dans la nuit, capturant chaque instant de cette injustice flagrante. Pierre, le superviseur, s'avança, son ton autoritaire faisant trembler l'air. « Monsieur, vous devez obéir, sinon nous appellerons la sécurité. » Ces mots étaient un ultimatum, mais André, toujours immobile, ses mains posées calmement sur les accoudoirs, répéta avec une fermeté glaciale. « Mon billet indique un A. Je ne bougerai pas. » La cabine entière semblait retenir son souffle, les passagers transformés en spectateurs d'une tragédie moderne où la dignité affrontait l'arrogance. Claire, agacée par cette résistance, s'avança encore, son sac de luxe frôlant André avec un mépris calculé. « Vous faites perdre du temps à tout le monde », lança-t-elle, sa voix dégoulinant de dédain. « Un homme comme vous n'a rien à faire ici, en première classe. » Ces mots, lourds de préjugés, firent l'effet d'une gifle collective. Lucas, incapable de se taire, cria « C'est une honte. Il a le droit d'être ici. » Cet homme a un billet valide, mais Pierre le foudroya du regard, sifflant « Restez à votre place, jeune homme, ou vous serez le prochain à descendre. » Cette menace, dirigée contre un simple témoin qui osait défendre la justice, fit bouillir le sang des passagers. Élodie, la voisine de Lucas, murmura « Il menace même ceux qui parlent. C'est intolérable. » Les téléphones s'orientèrent davantage, leurs lumières rouges scintillant comme des étoiles dans une nuit d'injustice, capturant chaque mot, chaque geste. Soudain, le rideau de la cabine s'écarta violemment, et le commandant Michel Renaud entra, son uniforme impeccable et son regard dur comme l'acier. Sa présence imposante semblait annoncer un verdict sans appel. « Monsieur, » tonna-t-il, la voix résonnant dans toute la cabine, « je vous ordonne de quitter ce siège immédiatement. » Les passagers retinrent leur souffle, certains se penchant en avant, d'autres levant leur téléphone plus haut. Lucas, tremblant de rage, murmura à Élodie « Ils vont vraiment le forcer à partir? C'est une abomination. » André, toujours calme, leva les yeux vers Renaud, son regard perçant comme une lame affûtée. « Mon billet indique clairement un A, » répondit-il, chaque mot pesant comme une sentence. « Je suis membre platine. Je n'ai violé aucune règle. Je ne bougerai pas. » La cabine s'enflamma de murmures indignés. Madame Lefebvre, les larmes aux yeux, chuchota à son mari « C'est une injustice. Pourquoi le traite-t-il ainsi? Juste à cause de sa couleur de peau ?» Julien, l'homme d'affaires, ne put se contenir davantage et lança « Vous devriez avoir honte. Cet homme a payé pour ce siège et vous le traitez comme un criminel. » Mais Claire, avec un rire moqueur, lança « Ridicule. Nous sommes ici pour voler, pas pour écouter les caprices d'un intrus qui ne sait pas où est sa place. » Ces mots, empreints d'un racisme à peine masqué, firent monter la colère des passagers à un niveau explosif. Un autre passager, une femme d'une trentaine d'années nommée Amina, murmura à son compagnon « Il le traite comme s'il n'était rien. C'est révoltant, absolument révoltant. » Renaud, sous la pression de Claire et de son propre équipage, hocha la tête, son visage durci par une détermination froide. « C'est votre dernier avertissement, » dit-il, sa voix glaciale. « Si vous refusez, la sécurité vous escortera hors de cet avion. » Un silence oppressant s'abattit, si lourd qu'on pouvait entendre le tic-tac de la montre de Claire, un son arrogant qui semblait narguer l'assemblée. André, inébranlable, se redressa légèrement, ses mains toujours posées sur les accoudoirs,
et répondit « Faites ce que vous devez. Je ne bougerai pas. » Ces mots, prononcés avec une dignité froide, firent trembler l'atmosphère comme un coup de tonnerre. Les passagers, scandalisés, laissèrent échapper des exclamations. « Il a raison !» cria Lucas. « C'est de la discrimination pure et simple. Vous ne pouvez pas faire ça. » Amina ajouta, la voix tremblante. « Nous filmons tout. Le monde entier va voir cette honte. » Mais le commandant, insensible à la colère grandissante, fit un signe. Le rideau s'ouvrit à nouveau, et deux agents de sécurité, Paul et Jacques, entrèrent, leurs gants noirs claquant comme un présage sinistre. « Monsieur, levez-vous » ordonna Paul, sa voix basse mais menaçante. « Vous êtes accusé de ne pas respecter les ordres de l'équipage. » André, toujours maître de lui, répondit « Quel crime ai-je commis ? J'ai acheté ce siège, j'ai montré ma carte, je ne bougerai pas. » Les mots simples mais puissants résonnèrent comme un défi à l'injustice. Julien, l'homme d'affaires, cria « Vous ne pouvez pas faire ça, nous filmons tout, vous allez payer pour cette discrimination. » Claire, exaspérée, roula des yeux et lança « Pour l'amour de Dieu, sortez-le d'ici. J'ai un rendez-vous important après l'atterrissage, et cet homme nous retarde tous. » Sa voix, chargée d'arrogance, fit monter la colère des passagers à son paroxysme. Sophie, la main sur sa poche où les billets brûlaient sa conscience, baissa les yeux, incapable de soutenir les regards accusateurs qui la transperçaient. Mais ce qui suivit fut le comble de l'indignation. Pierre, le superviseur, s'approcha de Lucas, qui continuait de filmer, et siffla « Arrêtez de filmer, ou je confisque votre téléphone et vous fais descendre avec lui. » Cette menace, dirigée contre un passager innocent qui ne faisait que documenter l'injustice, fit exploser la cabine. Madame Lefebvre, rouge de colère, cria « Vous menacez un témoin maintenant ? C'est une dictature. » Amina, les larmes aux yeux, ajouta « Vous ne pouvez pas nous faire taire. Le monde verra ce que vous faites. » Les téléphones, désormais brandis sans honte, capturaient chaque mot, chaque geste, chaque regard de mépris. André, face à cette tempête d'injustice, se leva lentement, non par capitulation, mais avec une dignité qui semblait défier le monde entier. Ses mouvements étaient mesurés, presque cérémonieux, ses épaules droites, sa tête haute. Les deux agents l'encadrèrent, leurs pas lourds résonnant dans la cabine comme un glas. Les murmures s'amplifièrent en un grondement. Ils le forcent à partir. C'est une honte absolue. Luxer va payer pour ça. Claire s'installa dans le siège 1A, un sourire triomphant illuminant son visage. Elle leva son verre de champagne, murmurant « Enfin la paix !» Mais cette paix était illusoire, un mirage qui s'effondrerait bientôt. Derrière la porte de la cabine, André sortit son téléphone, ses doigts tapant un message à sa directrice des opérations, Élise Moreau. Ils ont choisi le mauvais homme. Préparez tout. Les vidéos, tournées par Lucas, Julien, Amina et d'autres, commençaient déjà à inonder les réseaux sociaux. Les hashtags « Siège Una » et « Voler Reine Noire » prenaient vie, comme des flammes prêtes à consumer Luxer. La cabine, désormais silencieuse, vibrait d'une colère contenue, mais personne ne savait encore que l'homme qu'ils avaient humilié était le PDG d'un empire capable de faire trembler l'avenir de la compagnie. Une tempête se levait, et Luxer, aveuglé par son arrogance, n'avait aucune idée de l'ampleur du cataclysme qui l'attendait. André, debout dans le couloir menant à la sortie, jeta un dernier regard à la cabine, ses yeux brûlant d'une détermination froide. Il n'était pas un simple passager. Il était André Dubois, un homme qui avait juré, des années plus tôt, de ne jamais plier face à l'injustice. Et aujourd'hui, Luxer venait de réveiller un géant. La porte de la cabine s'était refermée derrière André Dubois avec un claquement sec, un son qui résonnait comme le glas d'une injustice scellée dans l'éclat feutré de la première classe de Luxer. Mais ce n'était pas la fin. C'était le commencement d'une tempête, une vague de colère qui allait engloutir la compagnie dans un tourbillon de scandales. Dans le salon VIP de l'aéroport, André, toujours droit, son regard d'acier fixé sur l'écran de son téléphone, voyait les premières flammes de l'incendie qu'il avait allumé. Les vidéos tournées par Lucas, Julien, Amina et d'autres passagers
s'était répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, les hashtags Siégena et Volaire Noir dominaient Twitter, Instagram et TikTok, chaque clip de quelques secondes capturant l'essence d'une injustice criante, Claire Beaumont glissant un paquet de billets dans la main tremblante de Sophie Laurent, Pierre Martin menaçant un passager innocent, le commandant Michel Renaud ordonnant l'expulsion d'André avec une froideur glaçante, et, au centre de tout, André lui-même, debout, tête haute, refusant de plier face à l'arrogance. Chaque image était un coup de poignard dans le cœur de Luxair. Chaque mot un cri de révolte contre une compagnie qui osait piétiner la dignité d'un homme pour la couleur de sa peau. Dans le salon VIP, André, assis dans un fauteuil de cuir, semblait une statue taillée dans l'obsidienne, son calme contrastant avec le chaos qui s'amplifiait à l'extérieur. Son téléphone vibrait sans relâche, les notifications s'accumulant comme une tempête de voix indignées. Les clips, à peine longs d'1 minute, avaient déjà atteint des millions de vues. Sur Twitter, un utilisateur écrivait « Luxair a humilié un homme noir pour son siège, malgré son billet. Honte à eux. Siéguna ». Une autre publication, accompagnée d'une capture d'écran de Claire riant avec son verre de champagne, lançait « Cette femme pense que l'argent achète tout. Même la dignité d'un homme, Volaire Noir. » Les commentaires s'enflammaient. Des milliers de voix anonymes criant leur colère. C'est du racisme pur. Luxair doit payer. Justice pour l'homme du siège 1A. Mais ce qui fit monter la fureur à un niveau explosif fut une publication inattendue de Claire Beaumont elle-même. Depuis son compte Instagram, elle avait osé poster une photo d'elle, installée dans le siège 1A, son verre de champagne scintillant sous la lumière, avec une légende arrogante, enfin à ma place, sans perturbation. Certains devraient apprendre à respecter les privilèges. Luxair. Cette provocation, jetée comme une insulte au visage du monde, déclencha une vague de rage sans précédent. Les internautes, scandalisés, inondèrent son compte de commentaires. « Vous appelez ça un privilège? C'est du racisme. Honte à vous, Claire Beaumont. Vous avez volé le siège d'un homme innocent. » En moins d'1 heure, son post avait récolté des dizaines de milliers de réponses, chacune plus virulente que la précédente, transformant Claire en symbole vivant de l'arrogance et du mépris. Pendant ce temps, une jeune journaliste indépendante, Camille Dupont, 27 ans, flairait l'histoire de sa carrière. Assise dans un café de l'aéroport, son ordinateur portable ouvert, elle scrutait les vidéos virales, ses doigts dansant sur le clavier pour compiler les témoignages. Camille, connue pour son acharnement à dénoncer les injustices, avait déjà publié un premier article sur un site d'information alternatif. Luxair. Discrimination raciale en première classe, mais elle ne s'arrêta pas là. Poussée par une indignation viscérale, elle contacta un ancien employé de Luxair. Un homme discret nommé Thomas, qui accepta de parler sous couvert d'anonymat. Ces révélations firent l'effet d'une bombe. Luxair a une politique non écrite de privilégier les clients blancs fortunés, surtout les habitués, comme Claire Beaumont. Ce n'est pas la première fois qu'un passager noir est déplacé pour eux. Les hôtesses savent qu'elles seront récompensées par des pourboires généreux. Ces mots, publiés par Camille sur son blog, furent repris par des médias internationaux, Le Monde, BBC, CNN, qui titraient « Luxair accusé de racisme systémique » et « Scandale à bord, la vérité derrière le siège 1A ». Chaque article était un clou de plus dans le cercueil de la réputation de Luxair, chaque ligne un cri de colère amplifié par des millions de lecteurs. Dans les bureaux de Luxair, le chaos régnait. Au siège, sur le 27e étage d'une tour de verre, les écrans géants affichaient les réseaux sociaux, où les hashtags « Siégena » et « Volaire Noir » s'affichaient comme des accusations implacables. Le directeur financier, Paul Véron, hurlait au téléphone, son visage rouge de panique. « Les actions ont chuté de 8% en 2 heures. Si ça continue, les investisseurs vont fuir. » Le directeur des relations publiques, Claire Dubois, une homonyme ironique de l'homme humilié, s'arrachait les cheveux, son équipe rédigeant frénétiquement un communiqué.
Nous enquêtons sur cet incident isolé et réaffirmons notre engagement envers la diversité. Mais un membre du conseil d'administration, une femme sévère nommée Isabelle Garnier, frappa la table du poing, sa voix tremblante de rage. Un incident isolé? Vous plaisantez? Le monde entier a vu une hôtesse prendre un pot de vin. Nous sommes finis si nous ne réagissons pas maintenant. Les regards se tournèrent vers un écran où la vidéo de Sophie, acceptant les billets de Claire, tournait en boucle, chaque image comme une lame tranchant la crédibilité de la compagnie. Mais ce qui fit taire la salle fut une nouvelle alerte. Un message interne révélait que l'homme expulsé du siège 1A n'était autre qu'André Dubois, PDG de Dubois Technologies, une entreprise avec laquelle Luxair négociait un contrat crucial de 5 milliards d'euros pour moderniser ses systèmes informatiques. La salle s'effondra dans un silence suffocant, ponctué seulement par le murmure horrifié d'un cadre. « Mon Dieu, nous avons humilié l'homme qui tient notre avenir entre ses mains. » De retour dans le salon VIP, André restait immobile, son téléphone vibrant sans cesse. Les notifications s'accumulaient, messages de soutien de parfaits inconnus, appels de journalistes, demandes de rendez-vous de groupes de défense des droits humains. Une femme, Amina, la passagère qui avait filmé la scène, lui envoya un message. « Monsieur Dubois, nous sommes avec vous. Ce que Luxair a fait est impardonnable. » Lucas, le jeune étudiant, posta un tweet qui devint viral. « J'étais là, j'ai vu un homme noir humilié pour sa couleur de peau. Luxair, vous ne pouvez pas vous cacher. » Siejuna, André, toujours maître de ses émotions, répondit à un appel de sa directrice des opérations, Élise Moreau. Sa voix, habituellement calme, tremblait d'urgence. « André, les vidéos sont partout. CNN en parle. Le Monde veut une interview. Les avocats sont prêts et l'équipe de communication attend votre feu vert. Que faisons-nous » André, ses yeux brûlants d'une détermination froide, répondit simplement « Lancez tout. Ils ont cru m'écraser. Ils vont voir ce que coûte l'injustice. » Élise, depuis le siège de Dubois Technologies, mobilisa immédiatement les équipes. Les avocats préparèrent une plainte pour discrimination raciale, tandis que les experts en communication rédigèrent un communiqué qui allait secouer le monde. Mais l'indignation publique atteignit un nouveau sommet lorsque Claire Beaumont, insensible au scandale qu'elle avait déclenché, ajouta une nouvelle publication sur Instagram. Une vidéo, cette fois, tournée depuis le siège 1A, où elle riait, son verre de champagne à la main, déclarant « Certains pensent qu'ils peuvent s'asseoir n'importe où, mais il y a des places réservées aux vrais VIP. Merci à Luxair pour avoir réglé ce désagrément. » Cette provocation, d'une arrogance insupportable, fit exploser les réseaux sociaux. Les commentaires fusèrent « Vous êtes une honte, Claire. Votre privilège ne vous donne pas le droit d'humilier. Boycottons Luxair. Et tout ce que vous représentez. » Des influenceurs, des célébrités et même des politiciens se joignirent au tollé, partageant les vidéos et demandant des comptes. Une actrice française de renom tweeta « Claire Beaumont et Luxair ont montré leur vrai visage. La dignité n'a pas de couleur. Justice pour André. » En parallèle, Camille Dupont publia une nouvelle enquête, révélant que Luxair avait déjà été accusé de pratiques similaires dans le passé, mais avait étouffé les plaintes avec des accords financiers. Un ancien passager, un homme d'origine sénégalaise, raconta à Camille comment il avait été déplacé d'un siège de première classe sans explication, simplement parce qu'un client blanc préférait sa place. Ces révélations, ajoutées à la vidéo virale, transformèrent le scandale en une crise existentielle pour Luxair. À l'aéroport, un groupe de passagers du vol, mené par Lucas et Amina, organisa une manifestation spontanée devant le comptoir de Luxair. Brandissant des pancartes improvisées avec des messages comme « Non au racisme » et « Justice pour le siège 1A », ils scandaient « Luxair ! Honte à vous !» Les caméras de télévision, alertées par la viralité de l'histoire, affluaient, capturant chaque cri, chaque larme d'indignation. Madame Lefebvre, les joues rougies par l'émotion, s'adressa à une journaliste. « J'ai 70 ans, et je n'ai jamais vu une telle injustice. Cet homme n'a rien fait de mal, et ils l'ont traité comme un criminel. Julien,
L'homme d'affaires ajouta: « J'ai honte d'avoir pris ce vol. » Luxair doit répondre de ses actes. La colère des passagers, amplifiée par les réseaux sociaux, devint une force incontrôlable, un raz-de-marée prêt à balayer tout sur son passage. Au siège de Luxair, la panique s'intensifiait. Les écrans montraient les cours de la bourse en chute libre, les actions dégringolant de 12% en une matinée. Les partenaires commerciaux, y compris une grande marque de luxe, publièrent des communiqués annonçant qu'ils réévaluaient leur relation avec la compagnie. Le téléphone du PDG, François Lambert, sonnait sans arrêt, les investisseurs exigeant des explications. Dans la salle de réunion, Isabelle Garnier, la membre du conseil, cria: « Nous sommes en train de couler. » Et tout ça à cause d'une femme qui pense que son argent lui donne le droit de tout. Un jeune employé des relations publiques, tremblant, rapporta: « Les vidéos ont dépassé les 20 millions de vues. Les gens appellent au boycott. Nous recevons des milliers de messages de colère par minute. » Mais ce qui fit trembler la salle fut une nouvelle révélation. Un courriel interne, piraté et publié en ligne, montrait que la direction de Luxair avait explicitement encouragé le personnel à privilégier les clients VIP de longue date, un euphémisme à peine voilé pour favoriser les clients blancs. Cette fuite, relayée par Camille Dupont, porta un coup fatal à la crédibilité de la compagnie. Les médias titraient « Luxair, une culture de discrimination exposée au grand jour ». Dans le salon VIP, André reçut un appel de Camille, qui lui demanda: « Monsieur Dubois, accepteriez-vous une interview? Le monde doit entendre votre voix. » André, toujours maître de lui, répondit: « Pas encore, mais bientôt. Préparez-vous. » Puis il envoya un second message à Élise: « Annulez le contrat avec Luxair. 5 milliards d'euros. C'est fini. Et préparez la plainte. » Élise, au siège de Dubois Technologies, sentit l'adrénaline monter. Elle savait que cette décision allait changer la donne. Quelques heures plus tard, André posta une vidéo sur son compte officiel. Assis face à la caméra, dans un décor sobre, il parlait avec une voix grave, chaque mot pesant comme une sentence. « J'ai été forcé de quitter le siège 1A, le siège que j'avais acheté, avec une carte de membre platine. J'ai respecté toutes les règles, pourtant on m'a dit que je n'avais pas ma place. La dignité n'est pas à vendre, pas la mienne, pas celle de quiconque. Dubois Technologies met fin à toute négociation avec Luxair. Le contrat de 5 milliards d'euros est annulé. Et aujourd'hui, nous déposons une plainte pour discrimination raciale. » Il marqua une pause, ses yeux transperçant l'objectif. « Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de tous ceux qui ont été jugés indignes à cause de leur peau, de leur nom, de leur voix. Je ne me tairai pas. » La vidéo, en moins de 15 minutes, atteignit 1 million de vues. Les médias internationaux la reprirent en boucle, titrant « Le coup de grâce d'André Dubois, 5 milliards perdus pour Luxair ». Sur Twitter, un nouveau hashtag surgit, Dignité intacte, accompagné de milliers de messages. « André Dubois, vous êtes un héros. Luxair, votre arrogance vous a détruit. » Au siège de Luxair, le conseil d'administration se réunit en urgence. François Lambert, le PDG, le visage cendreux, murmura: « Nous sommes finis. » Isabelle Garnier, les mains tremblantes, ajouta: « Il ne s'agit pas seulement d'un siège. Nous avons humilié l'homme qui pouvait nous sauver. » Les écrans montraient les actions en chute libre, désormais à 15%. Les appels des actionnaires, furieux, s'accumulaient. Un cadre tenta de proposer une solution. « Offrons des excuses publiques. Promettons des réformes. » Mais Isabelle le coupa. « Des excuses ? Après qu'ils ont pris un pot de vin devant des caméras ? Après qu'ils ont menacé un passager innocent ? Le monde ne nous croira pas. » À l'aéroport, la manifestation grossissait, des dizaines de personnes se joignant à Lucas et Amina, leurs pancartes brandies haut. « Luxair, rendez des comptes. » Les caméras de télévision capturaient chaque instant, chaque cri de colère, chaque larme d'indignation. Camille Dupont, depuis son café, publia un nouvel article. « Luxair.
une compagnie bâtie sur l'injustice. Elle incluait le témoignage d'une ancienne hôtesse, Marie, qui révéla: on nous disait de toujours donner la priorité aux clients blancs riches. Si on refusait, on risquait des sanctions. Ce témoignage, relayé par des millions d'internautes, transforma le scandale en un mouvement mondial. André, dans le salon VIP, restait silencieux, son regard fixé sur l'horizon à travers une baie vitrée. Il repensait à son père, un ouvrier immigré qui lui avait appris à se tenir droit, même face à l'adversité. Il repensait à sa mère, qui travaillait de nuit pour lui offrir une chance. Cette humiliation, orchestrée par Claire, Sophie, Pierre et Renaud, n'était pas seulement personnelle. C'était une attaque contre tous ceux qui avaient été jugés indignes à cause de leur apparence. André serra son téléphone, ses doigts crispés. Il savait que la tempête qu'il avait déclenchée n'était que le début. Luxair avait cru l'écraser, mais ils avaient allumé un feu qui allait consumer leur empire. Dans les heures qui suivirent, les clips continuèrent de se propager, les hashtags de s'amplifier, et la colère du public de croître, comme une vague prête à tout engloutir. Luxair, aveuglé par son arrogance, n'avait aucune chance d'échapper à l'ouragan qui s'abattait sur elle. La tempête déclenchée par l'expulsion d'André Dubois du siège 1A ne montrait aucun signe d'apaisement. Au contraire, elle s'amplifiait, alimentée par la colère collective d'un public outré et les flammes des réseaux sociaux qui consumaient la réputation de Luxair. Les hashtags « siège 1A »,« Volaire est noir » et « dignité intacte » dominaient désormais les plateformes mondiales. Chaque publication, chaque vidéo virale étant un coup de marteau contre l'arrogance d'une compagnie qui avait osé humilier un homme pour la couleur de sa peau. Dans les bureaux vitrés de Dubois Technologies, André, assis au sommet d'une table de conférence, observait l'écran central où défilaient les nouvelles. Luxair au bord de l'effondrement après le scandale du siège 1A, titrait Le Monde. Un empire aérien vacille sous le poids de la discrimination, écrivait CNN. Mais ce n'était pas la chute de Luxair qui occupait l'esprit d'André. C'était la promesse qu'il avait faite des décennies plus tôt. À l'ombre d'un quartier ouvrier où son père, un immigré aux mains cailleuses, lui avait appris à ne jamais plier face à l'injustice. Cette promesse, forgée dans la douleur et la résilience, allait maintenant devenir un phare pour des générations entières. Alors que Luxair s'enfonçait dans le chaos, André se préparait à transformer une humiliation personnelle en un mouvement mondial, un cri de ralliement pour la dignité humaine. Au siège de Luxair, l'atmosphère était irrespirable. Dans la salle du conseil au 27e étage, les visages des dirigeants étaient blêmes, leurs regards fixés sur les écrans où les actions de la compagnie plongeaient désormais à 18% en une seule journée. Le PDG, François Lambert, triturait nerveusement un stylo, ses mains tremblantes trahissant une panique qu'il ne pouvait plus dissimuler. Les téléphones sonnaient sans relâche, les investisseurs hurlant leur fureur, les partenaires menaçant de rompre leur contrat. Isabelle Garnier, la membre du conseil, frappa la table, sa voix vibrante de rage. « Nous sommes en train de couler, et tout ça parce que vous avez laissé une passagère arrogante et un équipage corrompu détruire notre avenir. » Un jeune cadre, les yeux rougis par l'épuisement, tenta de proposer une solution. « Nous devons publier un communiqué, promettre des réformes, limoger Sophie, Pierre et le commandant Renaud immédiatement. » Mais un autre membre du conseil, un homme âgé nommé Gérard, secoua la tête, sa voix rauque. « C'est trop tard. Le monde a vu Sophie prendre un pot de vin. Il a vu Pierre menacer un témoin. Il a vu Renaud traiter un passager comme un criminel. Et maintenant nous savons que cet homme était André Dubois, le PDG qui tenait notre contrat de 5 milliards d'euros. Nous sommes finis. » La salle s'effondra dans un silence suffocant, ponctué seulement par le bourdonnement des écrans et le tic-tac incessant d'une horloge, comme un compte à rebours vers l'inévitable. Mais ce qui porta l'indignation publique à son paroxysme fut une nouvelle tentative désespérée de Luxair pour étouffer le scandale. Un courriel interne, fuité par un employé anonyme et publié par la journaliste Camille Dupont, révéla que la compagnie avait ordonné à son personnel de minimiser l'incident et de menacer de sanctions tout employé qui parlerait aux médias. Ce courriel, signé de la main de François Lambert lui-même, déclarait
Toute discussion publique de l'incident du siège UNA entraînera des conséquences immédiates, y compris le licenciement. Cette tentative éhontée de museler la vérité déclencha une vague de fureur sans précédent. Sur Twitter, les internautes s'enflammèrent. Luxair menace ses employés pour cacher leur racisme. Siège UNA. Ils pensent pouvoir acheter le silence comme ils ont acheté Sophie. Dignité intacte. Camille, depuis son petit bureau improvisé, publia un nouvel article explosif. Luxair. Une culture de discrimination et de censure. Elle y incluait le témoignage d'une ancienne hôtesse, Marie, qui révéla « On nous ordonnait de privilégier les clients blancs riches, même si cela signifiait ignorer les billets valides des autres. Si nous refusions, nous risquions de perdre nos primes, voire nos emplois. » Ces révélations, relayées par des millions de personnes, transformèrent Luxair en paria mondial, un symbole de tout ce que la société rejetait. L'arrogance, le racisme et la corruption. Pendant ce temps, Claire Beaumont, l'instigatrice du scandale, voyait son monde s'effondrer. La femme qui, quelques heures plus tôt, sirotait du champagne dans le siège UNA, était désormais la cible d'une tempête de boycott. Sa marque de cosmétiques de luxe, Beaumont Beauté, fut abandonnée par ses principaux partenaires. Une grande chaîne de grands magasins annonça qu'elle retirait ses produits de ses rayons, déclarant « Nous ne pouvons pas soutenir une marque associée à une telle injustice ». Sur Instagram, son compte était inondé de commentaires assassins. « Vous êtes une honte, Claire. Votre argent n'achète pas la dignité. Boycottons Beaumont Beauté ». Mais ce qui fit monter la colère à un niveau explosif fut une interview télévisée qu'elle accorda dans une tentative maladroite de se défendre. Assise dans un studio, son sourire crispé, elle déclara « Ce n'était qu'un malentendu. Je suis une cliente fidèle de Luxair, et ce siège m'appartient par habitude. Cet homme aurait dû comprendre qu'il y a des priorités. » Ces mots, prononcés avec une arrogance froide, firent l'effet d'une bombe atomique. Les réseaux sociaux explosèrent. Elle appelle ça un malentendu? C'est du racisme pur. Claire Beaumont. Vous êtes finie. Une vidéo de son interview, montée avec les images de l'incident, devint virale, accumulant 30 millions de vues en quelques heures. Claire, autrefois symbole de luxe et de privilège, était désormais une paria, son nom synonyme de mépris et d'injustice. À l'aéroport, la manifestation menée par Lucas, Amina et d'autres passagers prenait de l'ampleur. Des dizaines de personnes, dont des employés d'autres compagnies aériennes et des voyageurs indignés, se joignirent à eux, brandissant des pancartes « Non au racisme dans les airs ». Justice pour André Dubois. Une jeune étudiante noire, Fatou, 19 ans, tenait une pancarte où elle avait écrit « Je veux être pilote, pas une victime de Luxair ». Les caméras de télévision capturaient chaque instant, chaque cri, chaque larme d'indignation. Madame Lefebvre, les joues rougies par l'émotion, s'adressa à un reporter. « J'ai vu un homme être humilié pour sa peau. Luxair doit répondre de ses actes et Claire Beaumont doit payer pour son arrogance. » Julien, l'homme d'affaires, ajouta « Je ne volerai plus jamais avec Luxair. Cet incident montre qui ils sont vraiment. » La foule scanda « Honte à Luxair, honte à Claire », tandis que les réseaux sociaux amplifiaient leur message, transformant la manifestation en un symbole mondial de résistance contre l'injustice. Dans les bureaux de Dubois Technologies, l'atmosphère était électrique. Les écrans tapissaient les murs, affichant les dernières nouvelles et les hashtags qui ne cessaient de croître. Élise Moreau, la directrice des opérations, briefait André. Les actions de Luxair sont en chute libre, à 20% maintenant. Leurs partenaires se retirent les uns après les autres. Les avocats ont finalisé la plainte pour discrimination et elle sera déposée demain matin. Les médias veulent une déclaration officielle. Que fais-tu maintenant? André, toujours calme, ses yeux brûlants d'une détermination froide, répondit « Préparez une conférence de presse internationale. Pas de lumière, pas de spectacle. Juste la vérité. » Élise hocha la tête, consciente que son patron s'apprêtait à porter le coup final. Quelques heures plus tard,
André monta sur une estrade dans un centre de congrès à Genève, face à une foule de 4-0 personnes, journalistes, militants, étudiants, leaders mondiaux. L'auditorium était silencieux, chaque regard rivé sur lui. Pas de musique dramatique, pas de projecteur flamboyant, juste un homme et un micro. Il commença, sa voix profonde résonnant comme un marteau contre l'acier. Ils ont cru pouvoir me dépouiller de ma dignité en me forçant à quitter le siège 1A, le siège que j'avais acheté, avec une carte platine et un billet valide. Ils m'ont dit que je n'avais pas ma place. Mais la dignité n'est pas un objet qu'on peut voler. Elle n'est pas à vendre, ni à négocier. La salle retint son souffle, chaque mot frappant comme un coup de tonnerre. André poursuivit. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, elle appartient à chaque personne qui a été jugée indigne à cause de sa peau, de son nom, de son accent. À la femme ignorée, à l'enfant moqué, à l'employé écarté. Elle appartient à nous tous. La foule, jusque-là silencieuse, commença à murmurer, des larmes brillant dans les yeux de certains. Fatou, l'étudiante de la manifestation, était dans l'audience, ses mains serrées sur une pancarte qu'elle avait apportée. « Merci, André. » André leva les yeux, son regard transperçant. Luxair a cru pouvoir acheter le silence avec des menaces et des pots de vin. Ils ont cru pouvoir me faire plier, mais aujourd'hui, je transforme leur injustice en une arme. Je ne chercherai pas à m'enrichir avec leur compensation. Je vais bâtir un avenir. Derrière lui, un écran s'alluma, révélant un logo. Des ailes argentées s'élevant d'un siège vide, symbole du siège UNA, transformé en espoir. « J'annonce la création du Fonds d'équité aérienne du bois », déclara-t-il. Ce fonds offrira des bourses à des jeunes issus de communautés minoritaires pour devenir pilotes, hôtesses, ingénieurs aérospatiaux, contrôleurs aériens. Plus jamais on ne dira à quelqu'un qu'il n'a pas sa place dans les airs. La salle explosa en applaudissements, un tonnerre qui fit trembler les murs. Des journalistes posèrent leurs stylos pour applaudir, des étudiants se levèrent, les larmes aux yeux. Fatou, bouleversé, murmura à sa voisine « Grâce à lui, je vais devenir pilote ». Les médias relayèrent l'annonce en temps réel. André Dubois transforme l'humiliation en espoir, titra Le Figaro. Un siège volé devient des milliers de sièges pour l'avenir, écrivit The Guardian. Sur Twitter, un nouveau hashtag surgit, Hails de dignité, accompagné de vidéos d'enfants brandissant des avions en papier, de familles remerciant André, de pilotes noirs partageant leurs propres histoires de discrimination. Une mère posta une vidéo de son fils, vêtu d'un uniforme de pilote, en carton, saluant « Merci, monsieur Dubois, pour m'avoir donné des ailes ». Pendant ce temps, Luxair s'effondrait. Le conseil d'administration annonça le licenciement immédiat de Sophie Laurent, Pierre Martin et Michel Renaud, publiant un communiqué promettant des réformes profondes et un engagement renouvelé envers la diversité. Mais le public n'y crut pas, les réseaux sociaux explosèrent. « Trop tard, Luxair, vous agissez par peur, pas par conscience. Vos excuses sont vides. » Les actions chutèrent à 25% et des rumeurs de faillite commencèrent à circuler. Claire Beaumont, désormais recluse, vit ses bureaux inondés d'appels de clients annulant leurs commandes. Sa marque, autrefois symbole de luxe, était devenue synonyme de honte. Mais l'indignation atteignit un nouveau sommet lorsque Camille Dupont publia une dernière révélation. Un enregistrement audio obtenu d'un employé anonyme dans lequel François Lambert, le PDG de Luxair, ordonnait à son équipe de trouver un moyen de discréditer André Dubois pour sauver la compagnie. « Dites qu'il a provoqué l'incident, qu'il était agressif », disait-il dans l'enregistrement. Cette tentative odieuse de salir la réputation d'André fit exploser la colère publique. Les internautes crièrent « Luxair essaie de mentir maintenant ?» Ils veulent salir un homme innocent. Dignité intacte. Une ancienne pilote de Luxair, Aïssatou, brisa le silence dans une interview télévisée. « J'ai quitté Luxair parce qu'on m'a dit que je ne serais jamais promu à cause de ma peau. » André Dubois parle pour nous tous. Son témoignage, relayé par des millions, devint un cri de ralliement. À Genève, André conclut son discours.
sa voix plus forte, plus tranchante. Ils ont cru me réduire au silence, mais ils m'ont donné un mégaphone. Et aujourd'hui, je l'utilise pour tous ceux qui n'ont jamais été entendus. La dignité n'est pas à vendre, elle ne sera jamais à vendre. La salle se leva dans une ovation assourdissante, les applaudissements faisant trembler le plafond. Des larmes coulaient, des mains se serraient, des cœurs battaient à l'unisson. André, debout, ne sourit pas, ne leva pas les bras en triomphe. Il inclina légèrement la tête, un geste pour tous ceux qui avaient été forcés de plier sous l'injustice. Dans son esprit, il revoyait son père, ses mains cailleuses, son sourire fatigué mais fier. « J'ai tenu ma promesse, papa », murmura-t-il, ses yeux brillants d'une lueur indomptable. Luxair, désormais à l'agonie, ne pouvait plus échapper à la tempête. Les partenaires se retiraient, les clients boycottaient, et les tribunaux se préparaient à accueillir la plainte d'André. Claire Beaumont, isolée, voyait son empire s'effondrer sous le poids de sa propre arrogance. Mais André, lui, regardait vers l'avenir. Le Fonds d'équité aérienne du Bois recevait déjà des millions de dons, des universités et des compagnies aériennes proposant des partenariats. Fatou, la jeune étudiante, postait une vidéo sur TikTok tenant son diplôme d'admission à une école d'aviation. « Merci, André Dubois. Vous m'avez donné des ailes. » Le monde, uni par un cri de justice, répétait ces mots. La dignité n'est pas à vendre. Et dans ce cri, André Dubois n'était plus seulement un homme. Il était devenu un symbole, un phare, une promesse que l'injustice, aussi puissante soit-elle, ne pourrait jamais éteindre la flamme de la dignité. L'histoire d'André Dubois, l'homme du siège 1A, est bien plus qu'un simple incident à bord d'un avion de Luxair. C'est un miroir tendu à la société, révélant les fissures profondes de l'injustice et de la discrimination qui persistent, même dans les espaces les plus privilégiés. En tant que Français, où l'égalité est inscrite au cœur de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, cette histoire résonne avec une force particulière, nous obligeant à confronter des vérités inconfortables. L'indignation suscitée par l'humiliation d'André, un homme noir et PDG d'un empire technologique, expulsé de son siège légitime pour satisfaire l'arrogance d'une passagère blanche, Claire Beaumont, est une invitation à réfléchir sur nos valeurs et nos comportements. Cette histoire, empreinte de colère et de dignité, nous pousse à examiner nos propres préjugés et à tirer des leçons pour une vie plus juste. Le premier sentiment qui émerge face à cette histoire est une colère viscérale. Voir André, un homme qui a surmonté les obstacles d'un monde souvent hostile pour bâtir un empire, être traité comme un intrus à cause de sa couleur de peau est révoltant. Cette injustice, amplifiée par l'arrogance de Claire, qui glisse un pot de vin à l'hôtesse Sophie Laurent devant tous les passagers, et par les menaces de Pierre Martin et du commandant Michel Renaud, est un affront à la dignité humaine. En France, où l'histoire coloniale et les luttes pour l'égalité raciale restent des sujets sensibles, cet incident rappelle que le racisme, qu'il soit subtil ou flagrant, continue de gangrener nos institutions. La complicité de l'équipage, prêt à ignorer un billet valide pour privilégier une cliente blanche, reflète une mentalité que beaucoup pensaient révolue. Cette colère, cependant, ne doit pas rester stérile. Elle doit nous pousser à agir, à questionner les systèmes qui permettent de telles injustices et à exiger des comptes, comme l'ont fait les passagers qui ont filmé la scène et partagé leur indignation sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de la colère, l'histoire d'André Dubois inspire un profond respect. Sa retenue face à l'humiliation, sa fermeté lorsqu'il déclare « Je ne bougerai pas » et sa décision de transformer cette épreuve en un mouvement pour la justice sont des marques d'une dignité inébranlable. Dans la culture française, où l'on valorise l'éloquence et la maîtrise de soi, André incarne une forme de héroïsme discret mais puissant. Il ne cède pas à la provocation, ne s'abaisse pas au niveau de ses détracteurs. Au lieu de cela, il utilise son pouvoir, non pas celui de l'argent ou de la violence, mais celui de la vérité et de la résilience, pour frapper un coup fatal à Luxair en annulant un contrat de 5 milliards d'euros et en créant le Fonds d'équité aérienne du Bois. Cette réponse, à la fois stratégique et altruiste, nous enseigne une leçon essentielle. La dignité n'est pas seulement une qualité personnelle,
C'est une arme qui peut transformer une injustice en un levier pour le changement. Une des leçons les plus marquantes de cette histoire est l'importance de ne jamais rester silencieux face à l'injustice. Les passagers, comme Lucas, Amina et les Lefebvre, qui ont filmé et dénoncé l'incident, rappellent que chaque voix compte. En France, où les manifestations et les mouvements citoyens ont façonné l'histoire, des gilets jaunes aux grèves pour la justice sociale, cette histoire nous invite à prendre position. Que ce soit en partageant une vidéo, en participant à une manifestation, ou en dénonçant une injustice dans notre entourage, nous avons tous un rôle à jouer. André n'a pas gagné seul. Il a été soutenu par une communauté indignée, par des journalistes comme Camille Dupont et par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Cette solidarité collective est une force que nous pouvons appliquer dans nos vies quotidiennes. Ne pas détourner le regard face à une remarque raciste, soutenir un collègue victime de discrimination, ou éduquer nos proches sur les préjugés inconscients. Une autre leçon précieuse est la nécessité de reconnaître et de combattre nos propres biais. Claire Beaumont incarne un privilège aveugle, celui qui croit que l'argent et le statut social donnent le droit de tout exiger. En France, où les inégalités sociales et raciales sont souvent masquées par un discours d'universalisme, il est crucial de s'interroger. Avons-nous, même inconsciemment, privilégié certains au détriment d'autres? Avons-nous fermé les yeux sur des comportements discriminatoires par peur de déranger? L'histoire d'André nous pousse à examiner nos actions, à écouter les voix marginalisées et à travailler activement pour une société plus équitable. Cela peut commencer par des gestes simples. Lire sur les expériences des minorités, s'engager dans des associations locales, ou soutenir des initiatives comme le fonds créé par André. Enfin, l'histoire d'André nous enseigne la puissance de la résilience et de l'espoir. En transformant son humiliation en une opportunité pour offrir des bourses à des jeunes issus de minorités, il montre que même les moments les plus sombres peuvent donner naissance à la lumière. Dans la culture française, où l'on célèbre les figures comme Victor Hugo ou Simone Veil, qui ont transformé l'adversité en progrès, André devient un symbole moderne. Sa décision de ne pas chercher la vengeance, mais de construire un avenir meilleur, est une inspiration pour chacun de nous. Nous pouvons appliquer cette leçon en transformant nos propres épreuves en actions positives. Aider un voisin dans le besoin, partager nos compétences avec ceux qui en ont moins, ou simplement refuser de céder au désespoir face aux injustices. En conclusion, l'histoire d'André Dubois est un cri de ralliement pour la justice, la dignité et la solidarité. Elle nous rappelle que l'injustice, aussi écrasante soit-elle, ne peut triompher face à une voix déterminée et unie. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que la dignité humaine doit être défendue à tout prix, alors agissez maintenant. Likez cette vidéo pour amplifier le message d'André, partagez-la pour inspirer d'autres et inscrivez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires de courage et de résilience. Laissez un commentaire avec les mots « Justice pour André » pour rejoindre le mouvement et montrer que vous refusez le silence face à l'injustice. Ensemble, faisons en sorte que la dignité ne soit jamais à vendre. L'histoire d'André Dubois, l'homme du siège 1A, n'est pas seulement un récit dramatique d'une injustice survenue à bord d'un avion de Luxair. C'est une parabole puissante qui met à nu les failles de notre société, révélant la persistance du racisme, de l'arrogance et des privilèges mal placés. En France, pays où la devise liberté, égalité, fraternité est gravée dans l'âme collective, cette histoire frappe comme un coup de tonnerre, nous obligeant à regarder en face des vérités douloureuses sur les inégalités qui subsistent, même dans les sphères les plus élitistes. L'humiliation subie par André, un homme noir, PDG d'un empire technologique valant des milliards, expulsé de son siège légitime pour satisfaire l'ego démesuré de Claire Beaumont, une passagère blanche, n'est pas un simple incident isolé. C'est un miroir tendu à chacun de nous, nous forçant à réfléchir à nos valeurs, à nos comportements et à notre responsabilité collective face à l'injustice. Cette histoire, portée par une indignation viscérale et une dignité inébranlable, nous invite à tirer des leçons profondes et à les appliquer dans nos vies quotidiennes,
tout en nous incitant à agir pour que de tels scandales ne se reproduisent plus. Le premier sentiment qui surgit face à cette histoire est une colère brûlante, une rage qui monte face à l'injustice flagrante dont André a été victime, voir un homme qui a gravi les échelons d'un monde souvent hostile, surmontant les obstacles de la discrimination et de l'adversité pour devenir un leader respecté, être traité comme un intrus à cause de la couleur de sa peau est tout simplement révoltant. Cette colère est amplifiée par l'arrogance insupportable de Claire Beaumont, qui, avec un sourire narquois, glisse un pot de vin à l'hôtesse Sophie Laurent sous les yeux des passagers, comme si l'argent pouvait justifier l'injustice. Les menaces de Pierre Martin, le superviseur, contre Lucas, un jeune témoin qui osait filmer, et l'ordre glacial du commandant Michel Renaud d'expulser André, ajoutent une couche supplémentaire d'indignation. En France, où l'histoire coloniale et les luttes pour l'égalité raciale restent des sujets sensibles, cet incident réveille des blessures profondes. Il nous rappelle que le racisme, qu'il soit ouvert ou masqué sous des prétextes de priorité ou de fidélité, continue de gangrener des institutions qui devraient incarner l'équité. Cette colère, bien que légitime, ne doit pas rester un feu stérile. Elle doit devenir un moteur d'action, nous poussant à dénoncer les injustices, à exiger des comptes et à remettre en question les systèmes qui permettent à des comportements aussi odieux de prospérer. Mais au-delà de la colère, l'histoire d'André Dubois inspire un respect profond, presque sacré. Sa retenue face à l'humiliation est une leçon d'élégance et de force intérieure. Lorsqu'il déclare, avec une voix calme mais ferme, « Je ne bougerai pas », il incarne une dignité qui transcende les insultes et les préjugés. Dans la culture française, où l'on valorise l'éloquence, la maîtrise de soi et la capacité à défendre ses principes avec dignité, André devient une figure héroïque. Il ne cède pas à la provocation, ne s'abaisse pas au niveau de ses détracteurs qui cherchent à le réduire à un stéréotype. Au lieu de cela, il transforme cette épreuve en une arme puissante. Il annule un contrat de 5 milliards d'euros avec Luxair, dépose une plainte pour discrimination raciale et crée le Fonds d'équité aérienne Dubois pour offrir des opportunités aux jeunes issus de minorités. Cette réponse, à la fois stratégique et altruiste, est une leçon magistrale. La dignité n'est pas seulement une qualité personnelle, c'est une force capable de renverser des empires et d'inspirer des générations. André nous enseigne que face à l'injustice, la réponse la plus puissante n'est pas la vengeance, mais la construction d'un avenir meilleur. Une des leçons les plus cruciales de cette histoire est l'importance de ne jamais rester silencieux face à l'injustice. Les passagers comme Lucas, Amina et les Lefebvre, qui ont filmé l'incident et partagé leur indignation, montrent que chaque voix, même celle d'un individu ordinaire, peut faire trembler les puissants. En France, où les mouvements citoyens, des révoltes de 1789 aux manifestations modernes des Gilets jaunes, ont façonné l'histoire, cette histoire résonne comme un appel à l'action. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être spectateurs, que ce soit en dénonçant une remarque raciste dans une conversation, en soutenant un collègue victime de discrimination ou en partageant une vidéo qui expose une injustice. Nous avons tous un rôle à jouer. André n'a pas triomphé seul. Il a été porté par une communauté indignée, par des journalistes comme Camille Dupont, qui a révélé les pratiques discriminatoires de Luxair, et par des millions d'internautes qui ont amplifié son message. Cette solidarité collective est une leçon que nous pouvons appliquer dans nos vies. Ne jamais détourner le regard, ne jamais accepter l'injustice comme normale. Nous pouvons par exemple rejoindre des associations locales qui luttent contre les discriminations, participer à des discussions éducatives ou simplement écouter les expériences des personnes marginalisées pour mieux comprendre leur combat. Une autre leçon essentielle est la nécessité de reconnaître et de combattre nos propres préjugés. Claire Beaumont incarne un privilège aveugle, celui qui croit que l'argent et le statut social donnent le droit de piétiner autrui. En France, où le discours universaliste tend parfois à minimiser les différences raciales ou sociales, il est crucial de s'interroger. Avons-nous, même inconsciemment, privilégié certains au détriment d'autres? Avons-nous fermé les yeux sur des comportements discriminatoires par peur de créer des vagues,
L'histoire d'André nous pousse à examiner nos actions avec honnêteté. Cela peut commencer par des gestes simples. Lire des ouvrages sur les expériences des minorités, comme ceux de Frantz Fanon ou d'Amin Maalouf, qui explorent les dynamiques de l'identité et de l'exclusion, s'engager dans des associations comme SOS Racisme, ou encore soutenir des initiatives comme le Fonds d'André, qui donnent des opportunités aux jeunes marginalisés. Combattre les préjugés demande du courage et de l'introspection, mais c'est un travail nécessaire pour bâtir une société plus juste. Enfin, l'histoire d'André Dubois est une ode à la résilience et à l'espoir. En transformant son humiliation en un fonds pour offrir des bourses à des jeunes issus de minorités, il montre que même les moments les plus sombres peuvent donner naissance à des changements durables. Dans la culture française, où l'on célèbre des figures comme Victor Hugo, qui a transformé la souffrance en plaidoyer pour la justice, ou Simone Veil, qui a surmonté l'adversité pour défendre les droits humains, André s'inscrit dans une lignée de héros qui refusent de plier. Sa décision de ne pas chercher la vengeance, mais de construire un avenir inclusif, est une inspiration pour chacun de nous. Nous pouvons appliquer cette leçon dans nos vies en transformant nos propres épreuves en actions positives. Aider un voisin dans le besoin, partager nos compétences avec ceux qui ont moins d'opportunités ou refuser de céder au cynisme face aux injustices. L'histoire d'André nous rappelle que l'espoir n'est pas une faiblesse, mais une force qui peut changer le monde. Cette histoire nous pousse également à réfléchir à la responsabilité des institutions. Luxair, en tolérant une culture de discrimination et en tentant d'étouffer le scandale, a montré comment le pouvoir peut corrompre. En France, où les institutions publiques et privées sont souvent scrutées pour leur transparence, cette histoire nous invite à exiger plus de responsabilité. Nous pouvons par exemple soutenir des entreprises qui promeuvent la diversité, boycotter celles qui tolèrent l'injustice ou voter pour des politiques qui luttent contre les discriminations systémiques. L'effondrement de Luxair, avec ses actions en chute libre et ses partenaires en fuite, est un avertissement. Aucune organisation n'est trop grande pour tomber face à la vérité. En conclusion, l'histoire d'André Dubois est un cri de ralliement pour la justice, la dignité et la solidarité. Elle nous rappelle que l'injustice, aussi écrasante soit-elle, ne peut triompher face à une voix déterminée et unie. André a transformé une humiliation en un mouvement mondial, montrant que la dignité est une flamme que rien ne peut éteindre. Si cette histoire vous a bouleversé, si vous croyez que chaque individu mérite respect et égalité, alors agissez maintenant. Likez cette vidéo pour amplifier le message d'André, partagez-la pour inspirer d'autres à rejoindre la lutte. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires de courage et de résilience. Laissez un commentaire avec les mots « Justice pour André » pour montrer que vous refusez le silence face à l'injustice. Ensemble, faisons en sorte que la dignité ne soit jamais à vendre et que des histoires comme celle d'André deviennent des phares pour un monde plus juste.